Bonjour, vous êtes sur l'émission Mauvaise Onde Tiloche en français sur Tiloche Radio 90.3. Aujourd'hui, nous allons faire une émission spéciale cinéma hongrois avec la comédienne franco-hongroise Veronika Varga. Bonjour Veronika, merci d'être sur le plateau. Bonjour, avec plaisir. Nous avons également le plaisir d'avoir avec nous Mercedes Duqueri, journaliste hongroise à l'hebdomadaire AVG. Bonjour Mercedes. Bonjour Guillaume. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous le journaliste français Joël Lepavou, qui est correspondant pour de nombreux médias, dont Slate.fr, Le Courrier International, Europe 1, Le Soir et beaucoup d'autres. Bonjour. Bon, salut Guillaume, bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons beaucoup parler de cinéma. Nous allons poser de nombreuses questions à Veronika Varga. Si vous voulez également poser des questions, vous pouvez nous appeler au 215 37 73 pour poser vos questions. Donc Veronika, ta carrière s'est surtout déroulée en France jusqu'à présent. Tu es revenue en Hongrie il y a à peu près 3 ans et depuis tu vis un petit peu entre les deux pays. Est-ce que tu peux nous expliquer comment a commencé cette relation assez spéciale avec la France et en partie avec la Belgique également? Donc, tu me disais que tu étais venu en Belgique et en France pour apprendre le français. Comment ça s'est connecté avec ta carrière de comédienne? En fait, après mon bac, j'ai présenté l'école de théâtre ici à Budapest, ainsi que la fac en français et en littérature, et j'ai pas été admise. Et à cause du français. D'accord. Et en fait, moi, je voulais être comédienne et mes parents n'étaient pas trop pour. Donc. Ils te voyaient plutôt avocat d'affaires ou... Voilà, exactement. Trader. Exactement. Et en fait, je me suis dit bon, très bien, je vais profiter, je vais essayer d'apprendre bien le français. Et je suis partie à Bruxelles comme fille au pair. Ah d'accord. Et j'apprenais le français pendant la journée. Le soir et l'après-midi, je m'occupais des enfants. Et après cette année qui a été un peu compliquée parce qu'au début, j'étais vraiment déracinée dans un quartier très, très riche à Bruxelles où j'avais aucune connexion avec ma génération. Au début, c'était très dur et en fait, je me suis forcée parce que j'avais un choix où je rentrais ou alors je restais. Et je me suis un peu forcée et à la fin, je commençais à apprécier. Et quand je suis rentrée, j'ai eu une idée un peu folle. C'est de présenter une école de théâtre en français. Et en fait, c'était tellement folle que tout le monde... Personne n'y croyait, quoi. Non, personne. Moi-même à moitié, je dirais. Donc j'ai commencé à préparer mes scènes. J'ai demandé un visa qui était très compliqué encore à avoir à l'époque. Donc là on est dans les années 90 ou fin des années 80. Ouais, en fait on est en 88. Ah oui, donc c'est même... Ah oui, c'est avant la chute de Berlin. On est dans le processus. Exactement. Quoi. D'accord. Et pendant un mois en fait je vais au consulat pour avoir la réponse. Est-ce que je peux partir ou pas? Et j'ai pas de réponse. Et en fait, je rate l'école et je me suis liée avec le consul qui me trouvait sympathique. Et finalement, quand j'ai eu le visa, il a dit, écoutez, je vais me renseigner. Et il y avait le Conservatoire Royal de Bruxelles, dont l'examen d'entrée, c'était la semaine d'après. Et il m'avait dit, écoutez, voilà 2 numéros de téléphone, c'est les 2 professeurs qui vont commencer des classes, appelez un des 2 et voyez avec eux. J'ai appelé le premier, André Lebar, qui m'a donné rendez-vous sur la Grande Place. Je suis arrivée avec ma valise. Facile à trouver. Et il m'avait dit, qu'est-ce que... J'ai dit, écoutez, je veux présenter cette école. Il m'avait dit, très bien, je vous amène dans mon bureau, montrez-moi ce que vous avez préparé. Sauf que moi, j'ai préparé avec un magnétophone, toute seule. Donc, je commençais à jouer les 2 personnages. Donc, il a dit, oula, c'est qui cette folle? Il a dit, très bien. Et je vous donne le numéro de téléphone d'un acteur qui vient de sortir de cette école. Vous avez 3 jours, vous passez en dernière. Et puis, on verra. Et j'ai passé mon examen jeudi après-midi. Et j'étais admise dans cette école. Ce qui était un miracle parce que j'ai su après que mes profs me disaient...
tu as déboulé sur scène, c'était une comédie, c'était un fido. On était morts de rire, on disait mais c'est qui cette furie? J'avais une envie folle de jouer, de faire du théâtre. Mais ça, t'avais la rage au ventre, t'étais jeune à l'époque. Ah ouais, t'avais quel âge à l'époque au fait? J'avais 18 ans. Ah oui, donc vraiment, voilà, envie de tout bouffer, quoi. Voilà, ce côté, avec une langue que tu maîtrises pas tout à fait encore, ça, donc tu l'apprends. Et après, ils ont dit bon, d'accord, peut-être, est-ce que vous pouvez nous réciter un poème hongrois? C'est mieux. Et donc du coup, j'ai récité un poème en hongrois de József Attila, et j'étais admise dans cette école, qui était un miracle et pour ma famille un choc. Alors, c'était comment elle va faire, et ils ont dit bon bah essaye. Et j'ai dit j'essaye et si ça marche pas, je rentre. Alors, je travaillais le soir et les week-ends. Et la journée, j'étais au conservatoire. Et en fait, j'apprenais le français et le théâtre en même temps. Et c'était pour moi le paradis. Le paradis. C'était incroyable. Et pendant 2 ans, donc j'ai fait ça. Et j'étais assez fatiguée, en fait, parce que j'ai beaucoup travaillé justement en dehors de l'école. Et en 2e année, mes profs me disaient, il faut que tu présentes Paris. Il faut que tu ailles à Paris, il faut que tu présentes cette école. Et moi, j'avais pas du tout... Moi, mon idée, c'était style, on m'a pas prise dans cette école à Budapest, je vais avoir mon diplôme, je vais rentrer, je vais dire, voilà, je suis actrice, maintenant, vous pouvez rien dire, je vais jouer là. Et puis, en fait, il y avait une bande qui allait chaque année, en fait, 10 élèves de Bruxelles à Paris. En fait, tout le monde voulait aller à Paris. Donc, je les ai un peu suivis, on a préparé les scènes. J'avais un professeur de phonétique qui m'a appris les scènes son par son pour que j'ai pas d'accent. Parce qu'en plus, ce qui était fou, c'est que quand je réentends en fait comme je parlais pas très bien encore. J'avais un accent très fort. Mais je me suis présentée comme élève normale parce que j'étais tout simplement pas au courant qu'on pouvait se présenter comme élève étrangère. Je me suis présentée comme tout le monde en fait. Ah, donc c'est pas que tu voulais avoir un traitement de faveur ou quoi, c'est juste que tu étais pas au courant en fait qu'il y avait des différenciations possibles, quoi. Ouais, j'aurais pu me présenter sur dossier et j'aurais pu assister pendant 1 an. Sauf que je me suis présentée comme élève normale et j'étais prise comme élève normale dans une école où j'étais la seule, quand j'étais prise dans cette école, avec un des points les plus grands, enfin je veux dire c'était le 2e miracle, comment dire, j'ai su que j'aurais pu présenter un dossier comme élève étrangère, être reçue et suivre pendant 1 an, mais pas pendant 3 ans. Et en fait, moi, j'ai fait 3 années, et pareil, c'est-à-dire là, c'était plus facile parce que j'ai une bourse. De 10h du soir jusqu'à 10h du matin jusqu'à 10h du soir, j'étais à l'école. Donc je voyais rien de Paris, sauf de mon logement métro, conservatoire, c'était que ça. Et j'apprenais Racine, Molière, Corneille, Musset, tout, et le français aussi en même temps. Donc j'avançais dans ça. En autodidacte en fait, en quelque sorte, parce que t'as pas appris le français à l'école, si? C'est-à-dire que quand on travaille comme actrice, on travaille avec la langue. Pour moi, c'était énorme. J'en parle assez souvent parce que moi, j'ai fini d'apprendre parce que en fait, avant, j'ai appris le français au lycée, bien sûr, pendant 4 ans. Mais j'apprenais le français avec les personnages, avec les textes, avec des textes magnifiques. Donc du coup, c'était doublement passionnant et en même temps quelque chose de très particulier parce que je me suis rendu compte que j'avais un espace en fait entre moi et la langue. Les mots c'est une drôle de chose un langage parce qu'en fait ça c'est ancré en nous. Quand c'est pas le cas, il y a une distance en fait entre nous et ça. Et je me suis rendu compte que cette distance-là, cet espace-là, je pouvais le remplir du jeu. Et en fait, j'ai avancé comme ça. Et donc, autodidacte, seule et voilà. Alors, c'est très réussi parce que là, on aurait presque l'impression de parler à une française native. Ah oui, il y a aucun mais accent du tout. C'était au début. Là, je vois, c'était il y a longtemps. Après, j'ai fini en fait. J'ai toujours un petit accent. J'ai fini en fait le français à mon avis. Si on peut finir une langue, avec Phèdre de Racine sur lequel j'ai travaillé pendant 6 ans, avec un des plus grands
spécialiste des alexandrins. Et est-ce que justement tu as perçu une différence dans la façon d'approcher le théâtre, dans la culture théâtrale, parce qu'on sait que la France c'est quand même, je sais pas si on peut appeler ça le pays du théâtre, mais mine de rien avec les auteurs que tu as cités, c'est des auteurs qui sont connus à l'international. Est-ce que tu as vu une différence dans l'approche du théâtre, dans la façon de faire du théâtre entre tes années justement à Budapest et ton expérience parisienne? J'ai vu, mais ça, je pense que j'ai pris conscience bien plus tard, en fait, de ça. Je pense que en France, il y a un jeu un peu plus cérébral. Les mauvaises langues, ils disent que les acteurs peuvent quelquefois être des petits dramaturges sur scène. Je dis ça, j'adore les acteurs français, j'adore le théâtre français, et c'est pas du tout une critique. Moi, j'ai travaillé avec un metteur en scène, Christian Rist, qui est mon maître, et qui était très cérébral justement. Et la première fois qu'on a travaillé ensemble, il m'a mise au milieu de la scène, et pendant toute une heure, en fait, c'était à Avignon, dans une très belle église qu'on a créée, ce spectacle qui était magnifique, qui s'appelait Solomonie l'a possédé. Il y avait la parole, les autres parlaient, quelquefois moi aussi, et au bout d'un moment, je lui dis, mais Christian, et je fais quoi? Je suis au milieu, mais je fais quoi? Et là, j'ai vu qu'il savait pas trop. Donc lui, il n'était pas au courant de comment il voulait t'utiliser. Et en fait, ce qui était fou, c'est que j'ai commencé à travailler sur un bouquin qui s'appelle L'invention de l'hystérie. C'était le travail de Charcot, en fait, à la Salpêtrière, avec toutes les photos qu'on a fait des crises d'hystérie, des stars, en fait, à l'époque, comme Augustine, qui est très connue, qui sont des photos magnifiques. J'ai mangé ce livre, j'ai décortiqué, j'ai reproduit en fait corporellement les crises, et en fait on a basé le spectacle là-dessus. Ça veut dire que en fait j'ai amené le corps, et en fait on s'est rendu compte avec Christian qu'on se complétait. C'est pour ça qu'il m'a proposé tout de suite après Phèdre, c'est que j'ai amené le corps. Et je pense que la différence, c'est que plus qu'on va vers l'est, j'ai l'impression qu'il y a plus quelque chose qui descend un peu dans les viscères. Ouais, le côté gigue, comment dire en hongrois, c'est presque encore plus organique, quoi. C'est viscéral, comme tu dis. Ouais, je pense, quand je vois des spectacles de Sermayer en Allemagne, ou même là, ça descend pour moi, sur scène en tout cas, je parle pas du cinéma, ça descend un peu plus dans le corps. Voilà, c'est là, peut-être. Mais par contre, c'est vrai que pour Racine, quand on a travaillé dessus, on a mis 6 ans en fait. J'ai travaillé 6 ans sur ce personnage et sur le texte. On cherchait une clé dedans. Et en fait, on a commencé à improviser, et Christian, il commençait à me dire, mais arrête, mais c'est pas un A, c'est un A, c'est pas un S, c'est un E. Je dis, mais comment ça? Je dis, mais tu peux redire? Il dit, il y a 4 sortes de E. T'es pas au courant? Je dis non, et puis j'entends même pas ce que tu dis là. Je dis, bah très bien, tu sais ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer syllabe par syllabe tout le texte. Et chaque fois, tu vas me dire c'est quel E. Et on a fait 1 an le texte comme ça, en syllabisant très très lentement. Ce qui a fait, c'est qu'on a trouvé la clé du texte, parce qu'en fait, c'est le texte de Racine, c'est une partition. Si tu la traites comme une partition, tu rentres dedans, et à partir de ce moment-là, les alexandrins, ils deviennent comme si tu disais, tiens, bah, je vais boire un verre d'eau. Bah, Ah ouais. Ça devient presque mécanique. Incroyable, et impossible de pas l'entendre, parce que les alexandrins, quelquefois tu peux les voir et tu t'entends pas ce que l'acteur dit, parce que ça a un rythme, parce que ça a l'inspiration, parce que ça a les 12 piliers et tout ça. Il faut pas que ça fasse trop lu non plus, quoi. C'est surtout, faut que ça soit ressenti. Il y a la vie dedans, il y a la vie dedans, et pour nous la clé c'était ça. D'accord. Et là où tu as vraiment commencé à te faire connaître du public, c'est avec ce court-métrage Émilie Muller. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors Émilie Muller, il n'y a pas de semaine sans que j'entende ce nom. En fait, à la fin de ma première année de conservatoire à Paris, il y a une dame qui est venue me voir pour savoir si j'étais d'accord pour faire un casting pour un premier rôle avec Philippe Noiret. J'ai dit bien sûr. Et en fait, je suis allée faire ce casting qui a duré pendant plusieurs semaines.
Et j'ai décroché ce rôle dans Le Roi de Paris, un premier rôle. Donc ça a continué, les miracles ces années-là, ils tombaient comme ça sur mon chemin. Bref, et ce film en fait a été décalé de 6 mois pour une question de budget. Et pendant ces 6 mois, j'ai fait un casting pour ce court-métrage, pour Émilie Muller. Et, ça a duré aussi des semaines. C'était 400 filles, je crois, que le réalisateur a vu. Et finalement, il a choisi moi. Et par un pur hasard, en fait, les 2 tournages sont tombés côte à côte. C'est-à-dire qu'un jeudi-vendredi, on tournait Émilie Muller sur le plateau B du studio de Boulogne. Très grand studio mythique où il y a plein de films, des vieux films français qui étaient tournés. Et lundi, je commençais Le Roi de Paris. J'ai une très belle anecdote, je peux raconter ça? Vas-y, bien sûr. Alors, en fait, pour Émilie Muller, donc il n'y avait pas de budget. Et d'ailleurs, en fait, Émilie Muller, ce qui est fou, c'est que ça dure 20 minutes. Mais la prise au milieu, ça dure 12 minutes et on pouvait le faire une seule fois. Et c'est pas coupé. C'est une plan séquence. En fait, on a répété pendant 1 mois. C'était un peu comme du théâtre. Non, je pouvais pas me tromper. Très très dur exercice le plan séquence. Ouais. Surtout qu'il y a que moi qui est là à l'écran, c'est-à-dire que je suis cadrée comme ça et je fais que parler. En fait, c'est l'histoire d'une fille à qui on demande de prendre son sac et de parler des objets qui sont dans son sac et parler d'elle à travers de ces objets-là. Et donc 12 minutes, on ne pouvait pas couper, donc c'était un gros boulot, vraiment. Pendant 1 mois, on faisait que ça. Et en fait, on m'avait dit, au premier étage, il y a des loges, donc prends une loge, installe-toi, tu vas te maquiller. Enfin, il n'y avait pas de maquilleuse. Donc j'ai pris comme ça, au hasard, entre 50 ou 40 loges, une loge. Ouais. Donc du coup, je m'installe. Et vendredi, on a fini, et j'y vais. Et je vois un vieux monsieur, qui tape quelque chose sur ma porte. Et je dis, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Je regarde, et je dis, Véronica Varga. Et je dis, mais vous faites quoi, monsieur? Il me dit, je prépare un tournage. Lundi commence un tournage ici, et bien les acteurs vont venir et je les installe. Et en fait, il m'a installée dans le même loge où j'ai été. Sauf que T'as vraiment bien choisi, ouais. Il ne le savait pas du tout. Et j'ai trouvé ça hallucinant parce que j'ai dit, bon, ben merci, monsieur. Et j'ai pris mes affaires, je suis partie. Et en fait, voilà. Donc, c'est le karma. Et donc, du coup, j'ai fait ce court-métrage qui est devenu un peu culte en France. Les Français, ils disent que c'est un des plus beaux courts-métrages qui existent. Ça a une espèce de vie. Même moi, je comprends pas. Il n'y a pas de semaine sans qu'on m'en parle. Ça a été adapté au théâtre, dans tous les pays, sur toutes les chaînes de télé. Il a eu tous les prix. Enfin, je sais pas, ça s'arrête pas. C'est Émilie Muller, c'est en dehors de moi. D'accord. Donc cette année-là où tu as tourné Émilie Muller a été très prolifique parce que comme tu disais, tu as également tourné dans les jours suivants Le Roi de Paris avec Philippe Noiret qui nous a quittés. Ouais, il y a un petit moment. Un petit moment. Et ce film aussi a eu un destin assez particulier. Tu peux nous en parler, hein? Alors ce film, c'est un très beau film. En fait, c'était un gros budget les années 30 à Paris. L'histoire d'un grand acteur de boulevard qui croise un soir une espèce de fan, une fille de l'Est, c'est moi. Et en fait, il va l'aider un peu et puis après, il va tomber amoureux d'elle. Et puis cette fille, en fait, elle veut être actrice. Donc après, il va l'installer chez lui et il y a son fils qui va tomber amoureux d'elle aussi. Il y a un triangle amoureux qui va finir dans une tragédie. Et en fait, la fille, à la fin, elle va s'envoler et lui, il va tomber. En fait, c'est ces 2 destins-là et les années 30 du milieu théâtral est raconté à Paris. Un magnifique budget, un magnifique décor, une lumière de Bernard Luthi qui est sublime. Des grands acteurs, Paulette Dubos, par exemple, qui a joué dans La Règle des Jeux, de Renoir, Michel Aumont, René Couture, Manuel Blanc, enfin plein d'acteurs, panoplie d'acteurs magnifiques. Et moi, j'ai le premier rôle et voilà, donc c'est... Et malheureusement, ce film n'a pas eu le destin qu'on aurait pu attendre pour lui. Malheureusement, oui. Le film, il a eu un problème. Ils ont eu un procès.
la distribution et la production, ils ont querellés pour des histoires pour techniques. quelque chose, pour des budgets ou je sais pas quoi. Et en fait, le film n'est pas sorti. Il a C'est fait une incroyable, sortie c'est technique vraiment avec quelques incroyable, copies. Et en fait, il est sorti là, il y a un mois, sur DVD. Et en fait, c'est un film que plein de gens cherchent parce que c'est un film de Philippe Noiret aussi, en même temps que les gens n'ont pas vu. Et c'est sorti, c'est une très 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 jolie copie en DVD avec un documentaire qui raconte en fait Making of, ça, hein. un making of qui raconte pourquoi il y a eu ce problème. C'est incroyable, une histoire, c'est presque un film fantôme, je trouve. Le film est sorti, Ouais, personne c'est ça, ne l'a ouais. vu. Incroyable. Tout le monde le cherche. Ouais, tout le monde le cherche. Donc ce film sera présenté en septembre à l'Institut français, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait, parce que pour la sortie, en fait, l'Institut français va organiser une projection ici à Budapest, ce qui me fait vraiment plaisir, parce que pour montrer ce film ici, pour moi, c'est un bonheur. D'accord. J'avais une question justement par rapport à un autre mythe, on pourrait dire, du cinéma ou de la télévision française, puisque tu as tourné dans un épisode du Commissaire Maigret, une série qui est quand même qui a un passé extrêmement long en France, d'abord avec Jean Richard et ensuite avec Bruno Kremer. Est-ce que tu pourrais nous raconter justement cette expérience de tournage qui devait être assez particulière? Alors, Bruno Kremer, c'est un chapitre dans ma vie. Parce que Bruno Kremer, je ne l'ai pas rencontré sur un Maigret. Je l'ai rencontré parce qu'il jouait à une pièce de théâtre de Bergman avec Anna Karina et Garance Clavel, je crois, à Paris. Et comme je faisais beaucoup de théâtre à ce moment-là, Garance n'a pas pu faire la tournée. C'était du théâtre privé. Et le metteur en scène m'a demandé si, c'était la première fois où je reprenais un rôle, si ça m'intéressait de faire la tournée. Et j'ai dit bien sûr. Donc, j'ai rencontré Bruno Kremer pendant la mondiale en 98, qui était intéressé que par regarder des matchs de foot et pas du J'en connais un comme ça. Tu te souviens de Bruno Kremer, mais pas du match, quoi. Et pas du tout répété. C'est-à-dire que ça va, il savait déjà son rôle, reprend, ça va. Et en fait, on est devenus très amis. Vraiment, c'était un coup de foudre. On est humains. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Donc, j'ai fait cette tournée avec les deux. On a joué dans une quarantaine de villes. Et on s'est très bien entendu. C'était un spectacle où moi j'étais... Bruno, il était pendant toute la durée, moi 2/3, et Anna au milieu, 1/3 du spectacle. Et on est restés très amis. Je connais sa femme, je connais ses filles. Et en fait, il y a eu ce film, donc Meurtre de première classe. Et il y avait un rôle qui pouvait me correspondre. Il a parlé de moi et j'ai dû faire des essais. Et il y avait un rôle qui pouvait me correspondre. Il a parlé de moi et j'ai dû faire des essais, bien sûr. Et en fait, on m'a choisi et on a tourné, je sais plus en quelle année, à Prague pendant 5 semaines. Ah ouais, d'accord. Ouais, et c'est un rôle assez important. Et les gens me disent que c'est un des plus beaux Maigrets modernes, fin de... Oui, de l'époque Bruno Kremer, ouais, quoi. Ouais, et j'aime beaucoup aussi. D'accord. Voilà. Okay. D'accord. Pour revenir à l'Institut français, tu vas également présenter un film qui a été tourné par ton époux, qui s'appelle Un petit pays et qui parle d'événements assez dramatiques, c'est-à-dire ça parle de la guerre civile au Burundi et du génocide qui est arrivé dans le pays voisin, le Rwanda. Juste, je vais faire un petite parenthèse peut-être pour nos auditeurs hongrois qui connaissent peut-être un petit peu moins que nos auditeurs français ce qui s'est passé là-bas. Donc je vous rappelle que dans ces deux pays qui sont deux petits pays l'un à côté de l'autre, le Rwanda et le Burundi, il y a deux minorités, il y a la minorité Tutsi et la minorité Hutu. Au Rwanda, la minorité Hutu est la plus importante, au Burundi c'est l'inverse. Et un génocide en 94 s'est produit au Rwanda avec une très forte responsabilité de la France. D'ailleurs, nous avons fait une émission sur ce sujet il y a 2 ans pour parler commémorer les 2 ans du génocide. Donc on va pas rentrer dans
dans ces questions historiques assez dramatiques. Mais est-ce que tu peux quand même nous parler de ce film? Quel était ton rôle dans ce film? Oui, alors c'est un film qui est l'adaptation d'un roman de Gaël Faye qui s'appelle Petit Pays. C'est un film, je ne sais pas à quel degré, mais un peu autobiographique, mais pas tout à fait. Ça parle d'un enfant, d'une famille qui vit au Burundi, justement cette année en 94. La maman, elle est réfugiée Tutsi au Burundi. Le papa, il est belge. Et le roman raconte... je parle du roman parce que le film est assez fidèle en fait au roman. Comment en fait la famille, comment sur l'enfance et sur cette famille répercute l'histoire en fait. Et tout... il raconte plutôt même le avant en fait, comment ça vient, comment d'une manière un peu sous-jacente, comment les tensions commencent à exister, à être palpables, comment les enfants ils comprennent ça, comment ils relaient en fait ça, c'est assez beau, c'est très émouvant, c'est fort. Le film est resté très fidèle au roman. Dans l'histoire, en fait, dans le roman, la maman va voir sa famille au Rwanda. Et cette famille va être complètement massacrée. Et à partir de ce moment, la maman va disparaître. Elle va passer ailleurs. Elle va pas supporter en fait cette violence. Et la famille va devoir faire avec cette mère qui est absente et qui devient après, on la retrouve en fait dans le roman clocharde. Et en fait, il y a un très beau personnage dans le roman que Eric a réécrit un peu. Dans le roman, c'est une voisine grecque, âgée, qui a une très grande bibliothèque et qui va quelquefois accueillir Gabi, le héros, le petit garçon, et qui va l'initier en fait à la littérature. Et Eric, il a réécrit en fait ce personnage. C'est devenu l'instit de Gabi. Donc, c'est elle qui l'initie à la littérature, aux mots, au roman, à la poésie. Et pendant cette période où la mère va être absente, elle va un peu la remplacer. Et j'ai eu en fait l'occasion et un très beau souvenir en fait de ce tournage parce qu'on a tourné donc au Rwanda, à Kigali et aussi à Gisenyi, au lac Kivu. Un jour en fait à Gisenyi, je voulais aller voir une école. Et Gaël a appelé une école et il a pu avoir un rendez-vous, donc on est allé très tôt en fait dans cette école ensemble et on a fait 2 classes, d'abord les petits avec qui on a chanté et après les grands avec qui on a beaucoup discuté de toutes sortes de choses et c'était super pour moi, pour la construction de mon personnage. Et on est rentré à pied à l'hôtel qui était un long chemin, il était encore très tôt. Et il m'a parlé de ce personnage. Parce que moi, je pensais que ce personnage a existé. En fait, il n'a pas existé. Il a été l'amalgame de plusieurs personnages qui ont donné, en fait, à Gaël le passage ou le chemin à la littérature aux mots. Parce que pour moi, Gaël, c'est un très grand poète. Ses textes sont vraiment sublimes. Et je pense qu'effectivement, ce déclic-là, si on comprend que c'était aussi un refuge contre ou envers cette violence et envers cette terreur en fait qui pouvait l'entourer. Donc du coup le personnage il est très riche. Et voilà, donc c'est une institutrice dans le film. Je le rappelle parce que c'est intéressant. Donc le film en fait a été tourné au Rwanda voisin. Si je me trompe pas. Oui, c'était au Rwanda parce qu'au Burundi on pouvait pas tourner parce que c'est un pays pas stable. Oui, donc. oui. Et comment ça s'est passé ce tournage au Rwanda? Comment les Rwandais ont perçu le fait que des Européens traitent de ce sujet qui les touche également, hein, bien sûr? Alors, Eric, il a été très proche de Gaël, donc Gaël a vraiment suivi le projet quand c'était seulement à l'étape de l'écriture.
Et en fait, Eric, il a vraiment plongé en fait dans cette histoire. Il voulait vraiment comprendre, parce que c'est pas évident de comprendre cette histoire. Donc, je pense que même Gaël et même les gens là-bas, ils étaient assez épatés et touchés en fait de comment il a compris de tout ce qui s'est passé. Et après, en fait, c'est très bizarre, parce que quand vous arrivez dans ce pays et que vous savez ce qui s'est passé, parce qu'il faut quand même dire que cet génocide en 94, c'est presque 1 million de morts en un mois. Oui. Donc, je sais pas, il n'y a pas de mots là-dessus. Et quand vous arrivez dans un pays comme ça et que vous regardez les gens, vous dites, bon, est-ce que c'est un Tutsi ou est-ce que c'est un Hutu ou comment ça se passe? C'est pas écrit sur leur tête. Non, alors il y a ce qu'ils disent dans le film en rigolant, parce que le petit demande à son père c'est quoi la différence, et le père il dit c'est leur nez quoi, parce que les Hutus ils ont des gros nez, les Tutsis ont petit, ils sont élancés, on ne sait pas ce qui passe dans leur tête, c'est un père qui parle à son enfant. Mais forcément, vous posez cette question. Alors bon, la politique, Kagame a fait que il a dit on va faire comme ça, on regarde devant. Devant. Il a fait une espèce de réconciliation nationale à marche forcée, on peut dire quelque part. Ouais. Mais moi, par exemple, j'avais un garçon qui me conduisait, qui quand je devais aller quelque part en voiture, et puis j'ai beaucoup parlé avec lui, et j'ai dit mais dis-moi, mais comment ça se passe en fait dans cette équipe? Il y a des Tutsis et des Hutus. Non, en fait, j'ai dit, il y a des Hutus. Et il me dit, bah oui. Et j'ai dit, mais comment vous faites? En fait, est-ce que vous pouvez oublier? Et il m'avait dit, non, on ne peut pas oublier. Et j'ai dit, mais comment alors? Comment ça se passe dans votre tête? Et il me dit, on doit faire avec, mais je crois qu'on pourrait... Je ne sais pas si on pourrait avoir confiance. Et en fait, je me suis dit, c'est fort parce que c'est difficile. C'est quand vous passez du temps là-bas. Moi, le dernier soir que j'ai passé, j'ai fini à 4h du matin dans un bar à vin, en papotant avec les gens. Il y avait Gaël, il y avait un très grand metteur en scène, plein de gens. Toutes les soirées se terminent en parlant de ça. C'est les gens qui étaient enfants à cette époque-là, ils ont 40 ans aujourd'hui. Le dramaturge, l'écrivain qui était assis à côté de moi, ils étaient 11 enfants. Il y a un frère qui reste. Tous les frères et sœurs et les parents, ils étaient massacrés devant lui, quand il est enfant. Je crois que c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Ouais. C'est impossible de comprendre. C'est incommunicable. Et puis forcément, c'est quelque chose qui n'est pas fini parce que ces gens-là, même s'ils ont plusieurs façons à y faire face, parce qu'ils réagissent pas de la même manière. Justement, la discussion, c'était aussi, est-ce qu'on en parle aux enfants? Est-ce qu'on les privilégie? Le metteur en scène, le dramaturge à côté de moi, il disait, moi je parle pas à mes enfants. Et quelqu'un d'autre disait, non, c'est pas possible. Donc tout le monde fait comme il peut, et c'est de toute façon compliqué. Ouais. C'est une sacrée expérience. On va passer à un autre film qui heureusement est un petit peu moins, un peu plus léger. Donc le dernier film que tu as fait, donc tu es revenu en Hongrie et tu as fait ce film un peu loufoque. Ur Picnic de Ákos Badics. Donc je sais pas comment dire ça, c'est une espèce de parodie du film de science-fiction, on peut dire ça un peu comme ça ou qu'est-ce que tu peux nous dire de ce film? En fait c'est une comédie un peu bizarre, un peu barrée. C'est 24 heures. Comment résumer vite? C'est une famille où l'enfant et le papa ils font des expériences, ils envoient en fait des signaux dans l'espace pour prendre contact avec l'espace. Ils envoient des fréquences d'une chanteuse très connue en Hongrie qui s'appelle Zolotnai Sarolta, qu'on appelle Tini. Et en fait sur une planète on capte cette chanson et entre-temps ils examinent la Terre et ils la trouvent dangereuse, donc il faut envoyer une bombe. Sauf que sur cette planète il y a un petit extraterrestre qui va tomber amoureux de cette voix
Donc en fait, il va prendre un engin, il va arriver à Budapest et il va essayer de retrouver cette chanteuse pour l'amener avec lui. Et en fait, il va rencontrer la fille qui a envoyé ses signaux avec son père. Donc ça va être une espèce de course pendant 24 heures où la bombe arrive. Après, les méchants, l'autre planète, ils envoient aussi le chef de cet extraterrestre pour le ramener à la planète. Enfin bon, voilà. Donc ça a fini dans un bar où l'extraterrestre rencontre enfin Zalot Naisharolta et ils vont chanter une chanson ensemble. et après ils vont sauver la Terre en fait. Entre parenthèses. D'accord. Et donc le réalisateur s'appelle Akos Badic, donc c'est un tout jeune réalisateur si j'ai bien compris. Ouais, et il a fait quelques courts-métrages et c'est son premier long-métrage, oui, c'est ça? Ouais, en fait c'est toute une classe, l'équivalent de la Fémis en France, qui a fait, ils sont tous de la même classe, c'est-à-dire le chef d'école, le chef opérateur, la scénariste. C'est vraiment un film de bande quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, pour moi, c'était incroyable parce que moi, j'ai pas. C'est vrai que mon parcours, il est un peu bizarre parce que moi, je suis devenue actrice en français. Et en fait, c'était très bizarre parce que pendant longtemps, j'ai essayé de travailler ici. Et quoi qu'on dise, si on me croit pas, j'ai essayé, mais en fait le pays était très différent, était vachement fermé. On avait nos acteurs très connus. Chaque fois qu'un acteur, il devait être confirmé, il faisait l'école, après il était dans un théâtre. Donc si tu sortais de ce chemin-là, t'étais limite suspect, quoi. Donc moi, plus je disais des choses énormes, si le premier rôle avec Philippe Noiret et tout, c'était style, c'était. Ça se prend pour qui celle-là, quoi. C'est quoi ce truc? Et en fait, les gens, ils étaient fermés. Et je crois que j'ai toqué. J'ai peut-être pas toqué d'une manière insistante ou systématique ou bien organisée. Mais en tout cas, je crois que le pays, la mentalité a changé. Ça a ouvert, en fait, un tout petit peu. La mentalité dans ce métier, dans le cinéma en tout cas, c'est là où les gens, par exemple, mettaient des amateurs aussi, quelquefois, pour casser le jeu un peu, quelquefois classique ou théâtral. Et donc, du coup, ils étaient curieux. Et donc, du coup, j'ai commencé à travailler il y a 3 ans en Hongrie. Et depuis, j'ai enchaîné 7 tournages, dont Urpicnic. Mais j'ai fait un très beau court-métrage de Linda Dobnowski qui s'appelle Uia Sulatej. J'ai fait aussi un autre film qui va sortir l'année prochaine qui s'appelle Atiaruhas. C'est pas mal aussi, ça se passe dans une morgue et je joue une morte. Une morte très vivante. D'accord. Parce qu'il y a une bande de morts, c'est une comédie aussi. En fait, là, c'est autre chose encore. C'est l'histoire d'une morgue où celui qui est élu pour surveiller la morgue, il a une mission et en fait, ça va être un nouveau jeune homme. Qui va retrouver la première nuit une espèce de bande de morts qui ont un problème, qui n'ont pas pu résoudre dans la vie. Et en fait, qu'ils attendent cet élu pour qu'il aille... et à partir du moment où cette histoire est résolue, ils peuvent vraiment mourir. Et en fait, ils vivent leur vie, ils jouent aux cartes, ils fument une cigarette, ils dansent, ils chantent. Mais ils attendent en fait que leurs problèmes soient résolus. Et ça, c'est sur l'année prochaine, tu disais, oui, c'est ça? Oui, c'est un film romantique et que j'ai tourné aussi avant le Covid. Et donc, du coup, j'ai fait plusieurs choses et aussi des choses internationales, de films américains et aussi un film français. Le Olivier Dahan sur la vie de Simone Veil. Ah oui, d'accord. Où j'ai tourné plusieurs jours avec eux ici à Budapest. Très bien, très très bien. J'avais une question justement par rapport au cinéma hongrois, parce que tu parlais des tournages que tu as fait depuis ton retour, ou en tout cas depuis que tu es plus présente à Budapest qu'auparavant. Est-ce que tu penses que, disons, les succès accumulés, les récompenses accumulées par le cinéma hongrois, je pense à des réalisateurs comme László Nemes, comme Kornél Mundruczó et d'autres, est-ce que ça peut donner un coup de, on va dire, un coup de boost au cinéma hongrois, et pas seulement dans les films primés aux Oscars, etc., mais aussi au cinéma indépendant dont tu fais partie, on peut dire ça comme ça. Moi je pense que André Vajna, quand il a été nommé ici à la tête du cinéma hongrois,
pense que tout le monde a été un peu surpris. Et en fait... Andy Vajna, juste pour rappeler, un grand producteur américano-hongrois, voilà. Il a notamment produit Rambo, Judge Dredd, Terminator, voilà, oui. Ouais, et il est revenu ici, en fait, à la tête du cinéma hongrois. Et d'abord quand on voit arriver un producteur avec à la tête du cinéma hongrois, traditionnellement cinéma d'auteur, et on disait mais comment ça va se passer? Et effectivement il a sorti, je crois, une espèce de fouet, et en fait il a donné un coup de fouet au cinéma hongrois, il a distribué des budgets à des petits films, il a fait son savoir-faire, je pense qu'il a vraiment infusé. Et ça a beaucoup boosté en fait. C'est tout de suite après qu'il y a eu une espèce de... C'est ça, entre l'Oscar et le Grand Prix à Cannes de Nemes, entre Mundruzo, voilà, Ildiko Enyedi, effectivement, qui a sorti, je sais pas s'il est déjà sorti d'ailleurs, l'adaptation du roman de Milan Fucht. Il est passé à Cannes. Ouais, il est passé à Cannes. Septembre. Puis voilà, entre Enyedi et tous les autres, ça peut effectivement susciter des vocations de voir qu'il y a un auditoire pour ce cinéma hongrois et jusque dans les plus grands festivals, quoi. C'est un pays très très cinéphile en fait, la Hongrie. C'est traditionnellement cinématographique en fait. On a des très grands réalisateurs d'il y a très longtemps, et la Hongrie a toujours eu un rapport avec le cinéma fort. Vraiment fort. Et est-ce que tu as une préférence justement toi, parce que c'est difficile à dire peut-être, mais parmi justement tous ces réalisateurs hongrois, y compris lointains, même Mok Károly, Károly Mok, Zoltán Fabry et d'autres qui ont déjà marqué l'histoire du cinéma hongrois à l'époque, dans les années 50 voire même 60. Mok Károly, oui, ouais. Tout à fait. Et Fabry aussi, mais oui. Mais Szabó aussi, Szabó István. Premier Oscar, je crois, étranger, Mephisto, semble-t-il, avec Mephisto en 81 ou 2. Quelque chose comme ça. Ouais, mais très très beau film aussi. Oui, c'est ou Kovács András, ou vraiment Jancsó, la liste. Oui, Jancsó, oui. D'accord. Donc, Véronica, là, ça fait 3 ans que tu es vraiment revenue en Hongrie, alors qu'avant tu étais surtout en France. Donc maintenant, tu es entre la Hongrie et la France à peu près 50%. Pourquoi ce retour? Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir? Alors, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai toujours eu envie. En fait, j'ai jamais coupé avec la Hongrie. J'ai toujours été là, moins, parce que je venais pour les vacances. Moi, j'ai toute ma famille ici. Hein. En plus, c'est une famille qui parle pas français. Donc, moi, j'étais incroyablement... moi, j'ai fait de la danse folklorique. Je cueillais des dialectes en Hongrie. Il n'y a rien qui me prédestinait à quitter ce pays. Vraiment. Et d'ailleurs, j'ai jamais voulu. Je suis pas partie comme ça, en fait. Même si après, on peut se poser la question, qu'est-ce que je voulais? Parce que finalement, je pense que, quelque part, je l'ai bien voulu. Mais j'étais toujours très attachée et jamais éloignée de la Hongrie. Je revenais très souvent pour les vacances. Ce qui me manquait vraiment, c'est de travailler ici. C'était très compliqué pour moi de pouvoir glisser en fait dans ce métier. Ça a pris beaucoup de temps. J'ai l'impression que j'ai réussi. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Parce que là, tu nous disais que tu as l'impression qu'il y a une nouvelle génération, il y a un petit peu un nouveau cinéma hongrois. Est-ce qu'il y a eu un événement précis qui a fait que tu t'es autant rapproché, Je pense, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'identifie ça un peu après Vojna, que ça a commencé à bouger et que les esprits ont commencé à changer. Les gens, ils étaient plus curieux. Ils voulaient moins voir les mêmes visages, les mêmes parcours. C'est à cette époque-là où il y avait des films, par exemple, dans le film de Ildiko Enyedi, le précédent, un des 2 premiers rôles, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout acteur. Et c'est souvent, en fait, pas souvent, mais ça existe que les gens prennent des amateurs pour mélanger à des acteurs. Et j'identifie justement un peu avant que j'arrive à casser cette porte à ça. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement en fait où les gens sont plus curieux, ça bouge plus, ça veut plus d'influence.
Et donc du coup j'ai réussi à ouvrir cette porte un tout petit peu et puis après à rencontrer des gens qui m'ont beaucoup aidé, notamment András Muhi, qui est un ami à moi qui est producteur, qui m'a beaucoup aidé en fait à rencontrer des gens et puis ça a commencé et juste avant le Covid en fait je faisais 2 films en même temps à Paris et à Budapest pendant 3 semaines où j'ai fait 6 fois l'aller-retour, où je tournais tous les jours, mais je prenais l'avion à 6h, je revenais avec le 11h. Et en fait, j'ai réussi à avoir les 2. Je voulais faire les 2 tournages. C'est staconovisme, là. Je voulais faire les 2 tournages. Je me suis dit non, ça va pas. Les 1500 km, ils vont pas m'arrêter. Je fais les 2 et puis je vais moins dormir, mais et ça s'est très bien passé. D'accord. Est-ce que tu as des projets en route dont tu peux déjà nous parler, ou est-ce qu'avec le Covid, il y a eu vraiment un espèce de gap, d'arrêt complet de tous les tournages? Non, j'ai des essais en cours de route. Bizarrement, c'est très étrange pour moi parce que je commence à avoir des demandes en anglais. Ah oui, ça c'est une troisième. C'est lié à tes tournages américains ou Oui, peut-être aussi un peu. Et puis j'ai commencé. Du coup, j'ai fait un workshop en anglais pour pouvoir jouer parce que j'avais une frustration. Je me suis dit non, je peux pas là. Je maîtrise bien le français et l'hongrois, mais l'anglais non. Et en fait, il y a eu un déclic. Donc là, ça commence à me faire plaisir. Et là, j'ai pas mal de demandes en fait sur des choses américaines ou anglaises. Ça, c'est super. Et j'ai un projet aussi, parce que j'ai commencé à écrire avec un ami à moi, un ancien journaliste, Eric Decouty, avec qui on a signé pour développer une série à la télévision. Et aussi, on a écrit une pièce de théâtre. Et normalement, pas en septembre prochain, mais peut-être dans un an, dans un très beau théâtre, nous avons l'espérance, l'espoir de pouvoir mettre cette pièce de théâtre que nous avons écrite, où je jouerai dedans, en route sur le plateau. Et ça me fait un plaisir gigantesque. Bah ça s'entend, d'accord. Vraiment, parce que je suis quand même quelqu'un, enfin je fais du cinéma, j'adore le cinéma, mais je pense que je suis d'abord quelqu'un de théâtre et c'est mon plus grand plaisir. Super. Très bien. Nous allons bientôt arrêter. Il ne nous reste plus que quelques minutes. On va mettre un petit peu de musique pour finir cette émission. Donc, nous avons eu le plaisir d'avoir sur notre plateau la comédienne franco-hongroise Veronika Varga. Merci d'être venue parmi nous. Merci beaucoup, Veronika. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous avons eu comme invité Mercedes Duquesne. Auditrice attentive, tellement attentive qu'elle n'a pas parlé. Heureusement, Veronika a répondu à toutes mes questions avant que elle a tout anticipé. C'est bien. Ouais, c'est une parfait, interview à l'avenir. Oui, parfait. Et nous avons également eu le plaisir d'avoir sur ce plateau Joël Pavou, journaliste français basé à Budapest depuis de nombreuses années et qui travaille pour de nombreux médias francophones comme le quotidien belge Le Soir, Slate.fr, le Courrier International, etc. Et j'en passe. J'en passe, il y en a vraiment beaucoup. Merci Guillaume, c'était un plaisir. Pour nous aussi. Et au micro, c'était Guillaume Carré. Donc vous écoutiez l'émission Mauvaise Onde de Thilo Chant Français, qui pour une fois n'était pas politique. Faut le signaler. Voilà. Donc vous allez avoir le plaisir de nous entendre de nouveau dans 2 semaines. Donc ce sera le samedi 21 août sur 90.3. À très bientôt. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.